Bienvenue dans Du droit et des mots, le podcast qui vous éclaire sur le droit des affaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un dispositif fiscal qui suscite beaucoup de questions chez les dirigeants et les entrepreneurs. Il s'agit du pacte Dutreil. C'est un mécanisme qui permet d'alléger très fortement la fiscalité lors de la transmission d'une entreprise, mais qui reste exigeant et parfois source d'inquiétude. Quelles conditions respecter? Quels sont les risques de remise en cause? Et qu'est-ce qui a changé récemment? Pour nous aider à y voir clair, je reçois Alissa Carbonel, juriste en droit fiscal au bureau de FIDAL au Havre. Bonjour Alissa, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Isis, merci de me recevoir. Pour que nos auditeurs te connaissent un petit peu mieux, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton rôle chez FIDAL? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis arrivée chez FIDAL il y a maintenant quelques années. Mon rôle, c'est d'accompagner autant les particuliers que les entreprises, principalement les PME, les ETI, mais aussi des groupes, des startups, sur un peu tous les sujets de fiscalité et notamment les restructurations ou les transmissions d'entreprise. Donc j'interviens souvent auprès des dirigeants, notamment quand ils commencent un peu à réfléchir à la transmission de leur entreprise, que ce soit dans un cadre familial ou patrimonial. Et une partie de mon travail consiste à sécuriser des dispositifs fiscaux tels que le pacte Dutreil. Donc tu es vraiment aux premières loges des questions de transmission et d'anticipation fiscale des dirigeants. Justement, on va revenir sur ce fameux pacte Dutreil dont on entend beaucoup parler. Pour poser les bases, si tu devais expliquer simplement à un dirigeant ce qu'est le pacte Dutreil, que lui dirais-tu? Alors le pacte Dutreil, c'est un dispositif fiscal qui permet de réduire assez fortement la fiscalité en cas de transmission à titre gratuit, c'est-à-dire en cas de donation ou en cas de succession. Concrètement, ça permet de bénéficier d'une exonération de 75% de la valeur des titres qui sont transmis pour le calcul des droits de donation justement. Donc c'est un dispositif qui est extrêmement puissant, qui permet de faciliter la transmission d'une entreprise, mais qui est rigoureux. C'est un régime qui est assez encadré, qui n'est pas automatique et qu'il faut mettre en œuvre en amont. Donc on est vraiment sur un outil intéressant pour alléger la facture fiscale, mais qui ne fonctionne que si on coche toutes les cases. On va justement détailler ces conditions. Donc première grande condition, l'activité de la société. Quelles sont les activités qui peuvent bénéficier du pacte Dutreil et celles qui clairement ne rentrent pas dans ces cases? Alors le pacte Dutreil va s'appliquer aux sociétés qui exercent une activité opérationnelle, c'est-à-dire une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou bien libérale. En revanche, en principe, les activités civiles sont exclues, c'est-à-dire qu'une société qui va uniquement gérer des immeubles ou bien des placements exerce une activité civile par nature et c'est exclu du dispositif. Il y a aussi des situations qui demandent une vigilance particulière, c'est notamment les holdings. Pour permettre l'éligibilité d'une société holding, il va falloir pouvoir prouver et démontrer qu'elle joue un rôle d'animation, c'est-à-dire qu'elle a un caractère animateur au sein d'un groupe et pas seulement un rôle de détention de titres. Aujourd'hui, l'administration, elle est assez regardante là-dessus et elle est très attentive à la réalité de l'activité. C'est essentiel de pouvoir démontrer que la société exerce bien une activité opérationnelle. On voit déjà qu'il y a un vrai sujet de qualification, notamment pour les holdings. Tu peux nous expliquer ce qu'on appelle l'engagement collectif de conservation et ce que ça implique concrètement? Oui, tout à fait. C'est un engagement qui va être pris par un ou plusieurs associés. Ils vont s'engager à conserver des titres, soit seuls, soit ensemble, pendant une durée minimale de 2 ans. Pendant cette période, ils doivent également respecter certains seuils de détention de capital. C'est environ 34% de droits de vote et 17% de droits financiers. C'est important de montrer que ce noyau en fait est assez stable. C'est-à-dire qu'on va conserver une détention minimale pendant cette durée d'engagement. Et c'est très important pour l'administration. Donc une fois que la transmission elle est réalisée, qu'est-ce qu'on attend concrètement des héritiers et des donataires? Et qui doit exercer la fameuse fonction de direction? Alors, une fois la transmission réalisée, les bénéficiaires, que ce soit des héritiers ou des donataires, doivent eux aussi prendre un engagement. C'est celui de conserver les titres reçus individuellement pendant une certaine durée. Jusqu'à présent, cet engagement individuel était de 4 ans. Maintenant, avec la loi de finances 2026, cet engagement a été allongé à 6 années, donc ce qui signifie que les bénéficiaires sont engagés plus longtemps. Parallèlement, et pendant cette période d'engagement, au moins une personne, soit qui était dans l'engagement collectif de conservation, soit un des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit, doit exercer une fonction de direction dans la société. Donc on comprend bien que l'administration veut s'assurer qu'il y a un véritable projet d'entreprise derrière et pas seulement une optimisation fiscale, d'où l'importance de ne pas se tromper dans la durée des engagements. Donc sur le terrain, quels sont les principaux risques de remise en cause du pacte Dutreil que tu rencontres? Qu'est-ce qui dérape le plus souvent?
Alors, le premier, ça va être la qualification de l'activité. Il y a certaines sociétés qui peuvent notamment exercer des activités mixtes, c'est-à-dire à la fois civiles et opérationnelles. Et ici, l'administration va venir potentiellement considérer qu'elles sont trop patrimoniales, ou bien que certaines holdings ne sont pas animatrices, c'est-à-dire ne possèdent qu'un rôle de détention de titres. Le deuxième, ça va pouvoir être le non-respect des engagements de conservation. Ici, par exemple, c'est lorsqu'il y a une cession un petit peu trop tôt des titres qui sont soumis à cet engagement individuel ou collectif. Et puis, il y a les opérations de restructuration qui sont un peu moins vues, mais qui sont vraiment importantes. Il faut bien anticiper les choses, telles que les apports, les fusions, les réorganisations de sociétés. Et parfois, ça peut remettre en cause le dispositif si elles ne sont pas correctement anticipées. Donc ce n'est pas seulement la mise en place initiale qui compte, c'est aussi tout ce qui se passe après, donc restructuration, cession, réorganisation du groupe, etc. Donc comme tu l'as évoqué tout à l'heure, la loi de finances pour 2026 fait évoluer le pacte Dutreil. Quels sont les changements majeurs à avoir en tête ? Alors, le principal changement, ça concerne l'allongement de la durée de l'engagement individuel de conservation, qui passe de 4 à 6 années. Donc ici, ça implique une réflexion assez anticipée et plus poussée sur l'organisation de l'actionnariat, sur la gouvernance de l'entreprise. Et il y a également quelques précisions qui sont apportées sur l'éligibilité de certains actifs qui peuvent être exclus ou mieux encadrés. Donc le pacte Dutreil reste un outil très intéressant, mais avec un cadre qui se durcit un peu, en tout cas sur la durée des engagements. Donc si on se projette maintenant côté dirigeant, si un dirigeant à vrai ou d'ailleurs nous écoute et commence à réfléchir à la transmission de son entreprise, seraient tes 3 conseils clés avant de se lancer dans un pacte Dutreil ? Alors d'abord, ça serait d'anticiper, parce que la transmission d'une entreprise ne se prépare pas du tout au dernier moment. Le pacte Dutreil doit s'inscrire dans une réflexion un peu globale de transmission, et avec ces durées d'engagement qui se durcissent, on va dire qu'il faut vraiment l'anticiper. Le deuxième conseil, ce serait de vérifier l'éligibilité de la société. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des situations, notamment avec des activités mixtes, qui nécessitent des ajustements avant la mise en place du dispositif Dutreil. Et enfin, le troisième, tout simplement se faire accompagner, parce que le pacte Dutreil, c'est un dispositif qui est réellement puissant, mais qui est aussi très technique et qui nécessite de remplir des conditions assez strictes. Donc être conseillé par un professionnel, ça permet vraiment de sécuriser la mise en place du pacte. Merci beaucoup Alissa pour nous avoir partagé tous ces repères sur le pacte Dutreil et ses évolutions récentes. Merci à toi Isis et merci aux auditeurs pour nous avoir écoutés. Vous l'aurez compris, le pacte Dutreil est un dispositif très utile pour transmettre une entreprise à condition de respecter toutes les étapes et d'anticiper suffisamment tôt. Si vous souhaitez aller plus loin ou étudier votre situation, vous retrouverez les coordonnées de Alissa en description de cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Du droit et des mots. À bientôt.